Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, le premier codeur de l'histoire était une codeuse. On revient dans notre séquence rôle modèle sur Ada Lovelace. C'est aussi un rôle modèle, en tout cas pour moi, évidemment, Guillaume Gralet du magazine Le Point. Et Guillaume, tu as une idée derrière la tech, puisque tu vas nous parler de l'impact de l'information et de la guerre de communication. Tu nous emmènes sur le front des réseaux sociaux en temps de conflit. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, bien sûr, sur le terrain, mais également dans l'information. Et on va parler notamment de l'initiative d'une Ukrainienne qui documente au jour le jour ce qui se passe sur le terrain. Allez, Chief Impact Officer, Green IT Manager ou encore lobbyiste de l'environnement. Vous ne connaissez pas ces professions, c'est dommage parce que ça pourrait peut-être être la vôtre dans le futur. L'impact qui devient une matière à part entière, le développement durable, l'inclusion, la diversité. Ce sont les nouvelles boussoles de l'économie de demain. Il y a même des écoles pour ça. Tiens, pour en parler avec nous en plateau, Vincent Ducré. Vincent, vous êtes le cofondateur du Hub Institute et de Paris School of Impact. On en parle ensemble. Bonjour. Avec plaisir, très heureux d'être là. Mais d'abord, focus. Et c'est une pionnière de l'informatique à laquelle on doit les premiers programmes du monde en 1842. Mais qui était vraiment Ada Lovelace? Édouard Degnaud vous explique tout. Le premier codeur de l'histoire est en réalité une codeuse. Née en 1815, Ada Lovelace, fille du poète anglais Lord George Byron, a créé le premier programme informatique au 19e siècle en 1842. Une prouesse quand on sait que l'ordinateur n'est arrivé qu'un siècle plus tard. Ada Lovelace est un génie et elle n'a pas perdu de temps pour le prouver. Sa mère, fan de mathématiques, la pousse à étudier les sciences et l'entoure des meilleurs tuteurs britanniques. À 12 ans, Ada écrit un traité sur les ailes des insectes parce qu'elle voulait créer une machine volante. Mais c'est à 17 ans qu'elle fait la rencontre qui va changer sa vie. Le 5 juin 1833, Ada s'entretient avec un mathématicien en vue à l'époque, Charles Babbage. Il a inventé, quelques temps plus tôt, la machine à différence, l'ancêtre de la calculatrice. Les deux savants deviennent très amis et se mettent à travailler ensemble. Ils développent la machine analytique, une version plus poussée de la machine à différence. En 1842, Ada Lovelace traduit un article d'un ingénieur italien consacré aux machines à calculer. Elle y ajoute ses propres notes classées de A à G, et c'est là qu'elle commence à esquisser ce qui permettrait à une machine d'agir toute seule. Elle explique tout, de l'enchaînement d'instructions nécessaires pour réaliser une suite mathématique à la position des rouages. Pour elle, la machine pourrait manipuler des nombres, des lettres, mais également des symboles. Elle décrit tout ça dans sa note G, qui est aujourd'hui reconnue comme le premier programme informatique de l'histoire. La fin de vie d'Ada Lovelace est plus tragique. Elle n'a jamais trouvé les fonds nécessaires pour financer ses recherches et elle s'est mise à parier sur les courses de chevaux. Elle meurt ruinée à 36 ans d'un cancer de l'utérus. Mais il faut bien se rendre compte du destin exceptionnel d'Ada Lovelace, à une époque où le rôle des épouses et des mères de famille de la haute société était l'éducation des enfants et la bonne tenue du foyer. Ada Lovelace, qui est donc notre rôle modèle aujourd'hui. Pas d'Ada Lovelace, Vincent Ducré, pas de Paris School for Impact. Effectivement, un vrai enjeu. Et c'est intéressant d'ouvrir sur les enjeux de rôle modèle, parce qu'on voit effectivement qu'avec le temps, ils ont beaucoup évolué. Et donc, quand vous voyez cette égérie un peu suédoise sur les sujets de l'impact, qui est devenu un peu un rôle modèle mondial pour toute une génération et toute une catégorie de gens qui sont très engagés dans l'impact, on voit qu'au fur et à mesure du temps, ils ont évolué. Et c'est intéressant d'arriver à ces sujets aujourd'hui. Et justement, l'impact, c'est le sujet de notre question du jour. Pourquoi est-ce qu'il faut le maîtriser? Parce que c'est la nouvelle boussole de l'économie. Il y a même des écoles pour ça. On en parle tout de suite. Mais d'abord, on va revenir sur un terme, messieurs, parce que c'est une expression, presque un label, qui a beaucoup été employé dans nos écosystèmes numériques ces dernières années. C'est Tech for Good, la tech pour le bien. Alors, est-ce qu'on peut se dire quand même que parfois on a confiné au bisounoursisme en parlant de tech for good? Est-ce que le fait de parler d'impact aujourd'hui, c'est aussi redonner ses noblesses à cette tech plus durable, plus soutenable, plus éthique, Vincent Ducré? Absolument, et surtout plus en mesure. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le Tech for Good, c'est qu'on a évidemment essayé de promouvoir des outils pour promouvoir l'impact, pour promouvoir le développement durable. Mais aujourd'hui, ce qu'on note, c'est qu'on est passé d'une certaine temporalité avec les outils
aussi pour essayer de limiter l'empreinte carbone des entreprises, a une logique d'accompagnement pour justement aller vers l'impact. Ce qui est important dans la terminologie d'impact, c'est la notion de mesure. C'est qu'aujourd'hui, on rentre dans une ère où tout doit se mesurer et on ne peut plus juste déclarer vouloir avoir telle intention ou telle intention sur le développement durable. On doit vraiment rentrer dans une logique de mesure, d'accompagnement et de transparence. Et on est, nous, vraiment orientés dans cette deuxième étape, je pense. Guillaume, Tech for Good, en effet, on l'a décrit beaucoup sur d'autres plateaux de télévision et d'autres panels ensemble, mais ce Tech for Good, on en revient un peu aujourd'hui. On veut vraiment de l'impact parce que, comme le disait Vincent, c'est au moins mesurable. Oui, alors moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est en réalité le rôle extrêmement amplificateur de la technologie, qui permet bien sûr de faire beaucoup de bien, mais on a été bien sûr déçus par la technologie ces dernières années, au niveau de la surveillance, de la perte d'attention, par exemple, pour ne citer que 2 facteurs. Et on a eu envie, on s'est dit un peu, quand on entend Tech for Good, on se dit, mince, moi je croyais que toute la technologie était for good. Donc c'est intéressant, ce qui est intéressant peut-être dans l'initiative de Vincent Ducret, c'est de voir que toute la génération ou les générations qui nous suivent ne veulent plus s'engager dans une vie professionnelle sans donner un véritable sens. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, je pense. Oui, justement, et ce sens, c'est celui aussi de la transformation environnementale et sociétale des entreprises. Est-ce que c'est un peu la saison 2 de ce qu'on a appelé la transformation numérique de l'économie, Vincent ? Effectivement, nous, c'est un peu la suite. Alors, on s'amuse un peu en interne avec les équipes de l'école à dire qu'il y a 3 grandes générations. Il y a les carbone natives, les digital natives et les sustain natives. Et donc, il manque un peu l'école des sustain natives. D'ailleurs, dans l'école, il n'y aura pas que des jeunes. On a aussi beaucoup de gens qui nous contactent, qui sont en réorientation professionnelle et qui, en milieu de carrière, se disent bon, allons faire de l'impact. Et dans ce cas-là, reprenons un peu le chemin des études avec les meilleurs profs, le meilleur encadrement pour après repartir en entreprise et puis justement aller chercher et aller être acteur de l'impact. Alors justement, pour préparer à ces talents dont l'impact va avoir besoin, vous lancez cette école Paris School of Impact. Pour être concret, c'est une formation Bac+4, Bac+5 en alternance. Pourquoi pas post-bac directement ? Alors effectivement, on a souhaité, pour démarrer, accompagner des acteurs qu'on connaît, des acteurs de l'économie, tous les grands groupes qui aujourd'hui sont en recherche de talents dans les métiers de l'impact. On parle de plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont recherchées sur ces profils. Et donc, on a souhaité aller rapidement vers des choses très concrètes et très opérationnelles. Et donc, proposer un master en alternance permettait justement à toutes ces sociétés, ces startups, ces acteurs de l'impact de peut-être avoir ce talent qui allait les accompagner pendant 2 ans et puis avec nous derrière tout l'aspect théorique et tout l'aspect masterclass et voyage d'études, essayer de mettre les meilleurs dans l'entreprise. Donc évidemment, on a pour ambition d'aller chercher le post-bac, mais tout ça va se faire année après année pour essayer vraiment d'aller former, on l'espère, d'ici 5 ans, 400 à 500 personnes. Et la première promotion, c'est une promo de poche. Alors, c'est pas une insulte, loin de là, dans ma bouche. C'est l'idée de se dire qu'on va pouvoir fabriquer ces 25 premiers talents étudiantes et étudiants en alternance. Une promo sur mesure, parce que là aussi, il faut du sur mesure pour l'impact. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reçoit déjà pas mal de candidatures. On est assez sélectif sur le process parce qu'on a conscience que le sujet est critique dans les entreprises et donc on veut connecter les bonnes offres d'alternance avec les bons candidats. C'est pour ça qu'on prend le temps, effectivement, d'aller sélectionner ces 25 founders, n'est-ce pas, qui seront issus de la première promo de Paris School of Impact. Et ça démarre quand ? Alors, on démarre effectivement à l'automne, donc fin septembre, début octobre, avec cette volonté d'adapter aussi un rythme horaire assez intéressant, cette logique d'avoir 1 semaine de cours pour vraiment créer un esprit promo, et puis 3 semaines en entreprise, avec évidemment des grandes dates. Il y aura des gros événements autour de la COP. Évidemment, on s'appuie sur tout ce que le Hub Institute, qui est un peu la maison mère, a fait pendant 10 ans. Donc, les étudiants, ils sont au tout premier rang des grandes conférences de l'impact qu'on organise, des grands événements internationaux, pour être vraiment au cœur et se dire qu'au bout de 2 ans, ils auront un réseau assez incroyable, qui est le réseau qu'a développé le Hub Institute et qui est mis à disposition sur le lancement de l'école, et qui, derrière, l'idée, c'est d'essaimer. Nous, on encourage à ce qu'il y ait d'autres écoles, d'autres acteurs comme nous qui se lancent, parce que le chantier est énorme. Guillaume ? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous allez vous appuyer sur le Hub Institute qui est présent dans le monde entier. Vous avez fait pas mal de voyages, etc. Mais au niveau des structures, des universités du monde entier, est-ce que vous prévoyez des partenariats
très formel. En fait. Oui, tout à fait. On est déjà en train de regarder avec différents partenariats internationaux, puisqu'effectivement, le challenge, il est mondial. Il est vrai que dans les pays nordiques, ils sont assez avancés sur le sujet, donc ils ont une oreille assez attentive. On a aussi quelques discussions à New York et aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement, au-delà de leur donner un réseau professionnel, aussi cette logique de benchmarker un petit peu ce qui est fait dans d'autres pays. Chacun a ses modèles. On voit le modèle, on va dire, bas carbone français avec le nucléaire, comparé à d'autres pays qui sont dans d'autres visions. Et puis, il y a aussi le modèle social. Voilà. Il ne faut pas oublier, hein, voilà, ESG, il y a le E, le S et le G. Il faut pouvoir attaquer ces trois sujets. Et aussi, ces futurs, on va appeler Chief Impact Officer, à terme, ils auront sûrement un rôle international et ils devront aussi s'adapter aux cultures locales avec une définition de l'impact qui peut varier en fonction des pays. C'est ce à quoi aussi on doit les préparer. Un rôle international, quelle que soit la taille de l'organisation, de l'entreprise qu'ils pourront rejoindre. Exactement. Et donc c'est vrai aujourd'hui que, et on le voit d'ailleurs hein, dans les sorties dans les jeunes diplômés, dans les attentes hein, de premier emploi, rejoindre des startups et spécifiquement des startups à impact, ce sont vraiment des sujets qui montent. C'est pour ça qu'on a mis en place dans notre collège de partenaires entreprises un grand nombre de start-up à impact pour justement ces profils un peu intrapreneurs pour qu'ils puissent vraiment aller chercher de manière rapide de l'impact sur la société. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de se dire qu'aujourd'hui, ces critères justement, alors j'ai l'impression d'employer un mot de la préhistoire, RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est aussi des critères extra-financiers de notation très précises justement pour certains grands groupes. Là aussi, vous préparez justement ces fonctions à pouvoir avoir les meilleures notes possibles. C'est ça. Alors effectivement, en plus, on arrive à un bon moment de l'histoire, en fait, mais en même temps très critique, dans lequel, en fait, là, il reste, on va dire, 10 mois jusqu'à la fin d'année pour les entreprises de plus de 250 personnes à s'entraîner et à se mesurer. D'ailleurs, j'appelle les entreprises qui nous suivent à aller sur impact.gouv.fr pour tester leurs critères, le dispositif qui a été mis en place par Olivier Grégoire, parce qu'en 2023, ça va compter pour de vrai et en 2024, ils devront leur rapport. Donc, on voit une stabilisation des mesures et du coup, c'est vrai qu'il y a un grand nombre de labels sur la place, mais là, on va rentrer dans la rationalité et c'est parfait parce que du coup, dans la théorisation de cours et d'enseignement, on va pouvoir vraiment partir sur des enseignements théorisés. Parce que j'allais vous dire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement sur le parcours pédagogique que vous allez proposer à ces premiers étudiants et étudiantes de Paris School of Impact? En fait, il y a un mix parce qu'on doit être aussi dans l'engagement par rapport à eux. Donc, il y a beaucoup d'innovation pédagogique. On a développé une méthode qu'on peut retrouver sur le site de l'école qui s'appelle l'Impact Learning. Et ça veut dire que dès juin, juillet, août, ils ont accès en exclusivité à des contenus à très forte valeur ajoutée pour qu'ils commencent à s'acculturer. Et l'idée, effectivement, c'est de faire une rentrée avec, évidemment, on démarre sur la fresque du climat, ce qui permet d'avoir un vrai choc. Et puis après, on va continuer avec des experts français internationaux, mais aussi des PhD en droit environnemental, justement, des experts aussi en rapport extra-financier. On doit mettre sur le marché et accompagner ces talents qui doivent être un peu les couteaux suisses qu'on a connus au début du digital et qui arrivent maintenant sur l'impact. Des couteaux suisses, et ça c'est important, Guillaume. Ouais, et ce qu'on va encourager justement à ces étudiants de dépenser une partie de leur temps à avoir un impact au quotidien. Bien sûr. Donc un impact au carré. C'est vrai que dans le cursus, on a intégré des partenariats avec justement des entreprises assez connues comme par exemple toute la partie sur les forêts. Voilà. Donc avec cette idée aussi d'aller en forêt, voir sur la partie reforestation ce qu'on peut faire, comment on peut agir. Mais il y a aussi d'autres associations qu'on a intégrées. Et donc l'idée, c'est qu'on va parsemer l'enseignement de visites de terrain, de pratique et de travaux de groupe. Parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, que ça a intérêt. Et puis, j'ajouterais, en fait, qu'il faut aussi intégrer la notion régionale. Ouais. Il y a beaucoup de talents en région qui nous contactent. Et c'est pour ça qu'on a prévu un programme hybride pour aussi permettre à des talents de région de participer à cette première édition. Ouais, l'impact, ce n'est pas qu'une perspective, qu'une perception et qu'une création de nouveaux métiers. C'est aussi quelque chose de très concret et c'est de l'action. Est-ce que c'est important, Vincent Ducret, de sanctionner par un diplôme ces nouvelles formations? Quand on parle d'impact, justement, on voit bien que ces professions, elles sont en cours de création. On le dit assez souvent ici dans cette émission, 85% des métiers de 2030 ne sont pas encore connus.
le diplôme, c'est un repère, ça reste quelque chose de tangible pour les institutions, les entreprises qui vont les accueillir. C'est effectivement, alors à l'heure où on dit on peut tout apprendre sur Internet, en fait pas du tout. C'est un point clé. Pour ça qu'on a un diplôme d'État, parce que l'idée derrière, c'est de proposer des vrais plans de carrière et d'aider les DRH à les accompagner sur des années. Alors le phénomène qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui suivent des modules de formation en ligne en mode MOOC. En fait, le constat observé, c'est que ils connaissent le sujet, mais ils ne sont pas en capacité de le reproduire au sein de l'entreprise. Pour ça, il faut passer par une école, il faut passer par la pratique et par la mise en condition. Et c'est justement notre rôle. Et donc, nous, évidemment, on intègre un peu ces modules MOOC et ces formations dans des modèles de SaaS avant qu'ils arrivent. Mais après, on va vraiment dans la pratique, parce que ce qu'attend l'entreprise, c'est de l'action, c'est de la connaissance. Et donc ça s'apprend. Ça s'apprend absolument, mais ça s'apprend aussi tout au long de la vie, parce qu'on le voit, encore une fois, le fait que ces professions soient en cours d'adaptation, ces organisations et ces entreprises aussi, ça veut dire qu'il va falloir se mettre à jour tout au long de sa carrière. Alors ça, c'est effectivement un peu comme on a connu dans le digital au début. C'est des sciences qui évoluent extrêmement rapidement. C'est pour ça qu'on a mis en place un système d'accompagnement post-études avec Paris School of Impact Alumni, avec cette logique de les accompagner un peu sur la vie, au travers de nos communautés en ligne qu'on a déjà créées sur le Hub Institut, au travers d'un accès évidemment aux conférences d'experts qui vont continuer pendant des années, et d'un réseau ici professionnel. Donc l'après, on y pense dès maintenant. Et dans ce contexte, on a mis en place un dispositif de suivi de leur impact dans leur future entreprise, avec des awards qu'on mettra en place qui récompenseront les meilleurs élèves en entreprise qui, sur la durée, feront de l'impact, qui seront mesurés et du coup récompensés par l'école. On parlait tout à l'heure de toutes ces formations justement qui commencent à poindre sur le marché de l'éducation et de la formation justement pour ces métiers du futur, que ce soit des métiers d'impact, des métiers du numérique. Concrètement, vos concurrents, c'est qui ? Alors, des concurrents, il y en a de deux types. On va avoir des écoles qui sont montées ex nihilo et qui existent depuis maintenant 3-4 ans sur le sujet. Et puis, on est très heureux de voir, je l'avoue, des acteurs historiques de l'éducation supérieure qui commencent à se positionner en mettant en place des masters et autres. Après, la difficulté pour ces acteurs-là, ce sont des entreprises qui ont formé, on va dire, à l'économie linéaire. Donc, je ne dis pas la surconsommation, et voilà, qui vont rajouter cette petite dose de durable. Nous, on pense que les Sustain Natives méritent leur école de l'impact, et c'est pour ça qu'on se lance from scratch avec des bases neutres pour aller chercher toute une génération qu'on veut former, accompagner pendant la vie. Non, l'impact ne se saupoudre pas sur le parcours pédagogique de ces étudiants et étudiantes. Guillaume. Oui, je me mets à la place des étudiants. Est-ce qu'il y a des limites d'âge ? Est-ce qu'il y a un concours ? Enfin, très concrètement, comment ça se passe ? Alors effectivement, on a une sélection à l'entrée, donc on peut candidater directement sur le site internet paris-school-of-impact.com. Et après, on a donc un jury qui est mis en place et qui répond sous quinzaine par rapport au dossier qu'on reçoit. Et après, on a effectivement la mise en relation avec les places d'alternance qui nous sont proposées et qui peuvent aussi être évidemment recherchées par l'apprenant. Donc, nous, on ne cherche pas à faire vraiment une logique de volume. On cherche à avoir une première promo de 25 talents qu'on va aller positionner en entreprise et qu'on va aller suivre pour aller vraiment mesurer la différence entre l'avant et l'après. C'est ça qui nous prend du temps et c'est là-dessus qu'on est vraiment focus. C'est une passion qu'on a depuis des années. On est heureux maintenant de la mettre en œuvre. Je disais tout à l'heure que c'était de l'impact au carré, mais c'est même de l'impact x3, puisque vous mesurez votre propre impact avec cette nouvelle école Paris School of Impact. On continue justement à parler de cette nouvelle boussole de l'économie et du numérique dans un instant, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Cheryl Jessica Isenge sélectionne tous les jours pour nous ces images et ces vidéos. Est-ce qu'elles vont nous surprendre si aujourd'hui on regarde ?
Oh, not again. Okay, we got this. One in front of the other. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. Yeah, one more. And... Oh. Oh. Yes. Okay, we just... Sur le plateau de l'École du Futur, bien sûr, toujours en compagnie de Vincent Ducré, cofondateur du Hub Institute et de Paris School of Impact, et avec Guillaume Gralet, qui a forcément une idée derrière la tech. Et cette idée, Guillaume, évidemment, c'est celle de l'actualité, de ce conflit, de cette guerre en Ukraine qui fait rage, et de cette seconde guerre, qui est celle de l'information, qui s'est déclenchée en même temps. Tu voulais nous parler d'une chercheuse en sciences de l'information qui peut nous aider à y voir plus clair. Oui, c'est une chercheuse qui est à la fois touchante, sincère, et extrêmement courageuse, puisqu'elle habite à Kharkiv, et alors que ses proches, une grande partie de sa famille est partie, elle a décidé de rester dans son appartement, de littéralement camper derrière le couloir de son entrée pour protéger sa vie, littéralement en cas de bombardement. Elle explique très simplement que lorsqu'elle entend les sirènes en pleine nuit, elle se couche par terre, elle met les mains au-dessus de sa tête pour se protéger. Elle a manqué d'électricité pendant 3 jours, et malgré ça, elle veut rester sur place, Marjorie. Est-ce qui t'a marqué, ce sont évidemment les raisons de son engagement? Oui, elle se déclare elle-même comme une chercheuse qui veut documenter au jour le jour, grâce à des vidéos qu'elle poste très souvent sur Twitter, les effets très concrets des bombardements dans cette ville de l'Est de l'Ukraine. Elle lutte en réalité grâce à l'ONG à laquelle elle appartient, l'European Expert Association, contre la désinformation, et cela depuis 2014, et elle explique effectivement que c'est clé pour les jours à venir. La clé justement à l'information, c'est au centre justement de cette guerre et de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est aussi au cœur de la façon dont on va pouvoir nous le percevoir. Oui, elle explique à quel point le récit narratif, c'est ces mots, va permettre de préparer des citoyens à un conflit. C'est aussi important en réalité. Elle explique que les armes très physiques, elle explique que, en l'occurrence chez elle, c'est son smartphone qui est son arme. Elle explique également que on va pouvoir faire dire un peu n'importe quoi sur les réseaux. Par exemple, que des Ukrainiens vont attaquer un site nucléaire, alors que ce n'est pas forcément vérifié et que ça peut avoir un effet viral très important. Et on parlait justement un peu plus tôt cette semaine dans l'École du Futur de l'impact de ces images et de ces informations sur les réseaux sociaux vis-à-vis notamment des enfants, sur l'image et l'idée même qu'ils peuvent se faire de cette guerre. Et toi, tu as envie d'insister sur le rôle majeur d'une application de messagerie. Cette application de messagerie, c'est Telegram, et elle joue un rôle majeur depuis le début de cette guerre. Oui, lorsqu'on écoute Maria Adviva, en fait, elle explique qu'elle-même utilise une chaîne Telegram, que ça peut avoir un énorme impact, et elle explique cette différence qu'il y a entre Telegram et WhatsApp. C'est sur les groupes WhatsApp, en réalité, le nombre de participants est limité à 256. Sur Telegram, le nombre de participants peut atteindre 200 000 personnes. Donc, il y a un effet de résonance qui est assez impressionnant et qui a une véritable particularité de cette messagerie. Ouais, on imagine combien tout à fait la viralité de ces messages et de la propagation de ces infos-là via Telegram. D'ailleurs, le cas Telegram est extrêmement intéressant parce que c'est une application qui a été créée en 2012, la promesse justement d'une messagerie sécurisée, une messagerie russe qui a dû très souvent lutter contre les injonctions de Moscou. Oui, c'est ça qui est très intéressant dans le parcours des frères Durov et notamment de Pavel Durov, c'est que lui-même a dû se battre en 2018 contre le pouvoir russe. Un tribunal de Moscou avait même
ordonné un blocage du site en 2018 et parce que Telegram avait refusé de fournir aux services spéciaux russes les clés permettant de lire les messages des utilisateurs. Il y a eu une audience qui a eu lieu sans représentant de Telegram. Ces derniers ont été arrêtés, ils ont été remis en liberté. Très récemment, Pavel Durov a expliqué qu'il collaborait avec les services russes en cas de menaces terroristes. On voit bien qu'il y a un jeu de chat et de la souris entre Telegram et le pouvoir russe. Pavel Durov a même menacé d'éteindre tout simplement cette messagerie parce qu'elle prenait trop de pouvoir dans sa vie et dans celle des utilisateurs. Mais du coup, est-ce que Telegram peut être fidèle aux promesses de ses débuts? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un débat qui revient aujourd'hui. Et on l'a vu notamment grâce à des tweets de Moxie Morvinspike. Vous savez, c'est un des co-créateurs de Signal qui, lui, s'en prend directement à Telegram en expliquant que certains messages sont chiffrés, mais ce n'est pas le cas de tous les messages. Et notamment, il n'y a pas de chiffrement, ce qu'on appelle de bout en bout. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est d'écouter un chercheur français, franco-suisse, Thomas Bennière. Lui, il a co-créé, il est docteur en cryptographie à l'EPFL. Il a co-créé une messagerie qui est un peu trop méconnue, qui s'appelle Olvid. Olvid a été homologué par l'ANSSI, c'est le cas de très peu de messageries, cette agence de sécurité de l'information. Et j'ai envie de vous dire, on peut rester sur Telegram, mais donnons notre chance à Olvid, cette messagerie française très intéressante. Oui, on voit aussi cette surenchère à la sécurisation de ces applications de messagerie. On sait que WhatsApp a fait les frais aussi de cette guerre contre la désinformation et les fake news. Il y a quelque temps, Meta avait été obligé de limiter le nombre de participants au groupe WhatsApp pour éviter de pouvoir justement avoir des moyens trop simples de pouvoir propager ces fausses informations. Si on revient à la question de la tech pure et dure et du numérique, Vincent Ducret, vous menez des Learning Expeditions, ces expéditions pour pouvoir mieux comprendre la façon dont les écosystèmes de l'innovation fonctionnent partout dans le monde. Je crois que vous êtes notamment rendu en Ukraine il y a quelques mois. Pourquoi c'est important aujourd'hui de se rappeler, de redonner ces lettres de noblesse à cet écosystème et à ces écosystèmes de l'Europe de l'Est? En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir, je pense à d'autres startups tchèques, par exemple, qu'on avait rencontrées, ou dans les différents pays d'Europe de l'Est dans lesquels on est, c'est de voir qu'il y a vraiment des super écoles d'ingénieurs, déjà, il faut le dire, que derrière, ça forme des vrais talents. Et qu'aujourd'hui, il y a un coût d'accès au marché qui est assez simple et que c'est intéressant de voir sur les grands raouts internationaux auxquels on va, je pense à Slush par exemple, à Helsinki, de voir beaucoup d'acteurs des pays baltes qui sont là et tout. Et les Ukrainiens sont hyper forts en développement, ils sont extrêmement créatifs et d'ailleurs on le voit dans le cadre du conflit. Et donc la question c'est comment on va pouvoir essayer de préserver du coup ces startups, et essayer de les aider, de les recevoir et puis leur permettre de ne pas arrêter ni les développements ni les services. Je pense que là, il y a un enjeu intéressant. On voit que la communauté tech, quand même, c'est bien mobilisée et je pense que ça va continuer pour héberger justement les personnes qui en ont le besoin et puis aussi leur permettre de continuer leur travail et de continuer essayer de maintenir leurs activités. C'est comme quand nous, on a eu des crises, cette idée de dire qu'il y a un moment où ça repart, on l'espère. Et donc, s'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de tissu économique, on repart de beaucoup plus loin et ça demande beaucoup plus de temps. Et donc la question, c'est là comment on peut faire pour sauver ce qui peut être sauvé et pour permettre un redémarrage le plus vite possible. Et on le fait ici souvent évidemment dans le plateau de l'École du Futur, mais on salue les initiatives justement de la tech européenne en faveur justement de l'Ukraine. On peut citer Ensemble l'Ukraine pour la French Tech, Le Galion et France Digital, ou aussi EU4UA, Europe pour l'Ukraine, qui est un Airbnb collaboratif pour pouvoir justement accueillir des personnes déplacées et leur donner un logement d'urgence. Vincent, évidemment, vous restez à mes côtés. Guillaume, tu es toujours là, bien sûr. On va accueillir dans un instant Manuel Le Sécher, le fondateur de Think Positive, pour continuer justement à parler de cette importance de l'impact, cette nouvelle boussole de l'économie de demain. Manuel Le Sécher, vous êtes donc le fondateur de Think
Positif. Think Positif, c'est justement ce cabinet de conseil, notamment sur la formation, sur l'orientation, qui mise lui aussi sur l'impact et sur les professions du futur. On ne le dira jamais assez, là aussi, sur le plateau de l'École du Futur, 85% des métiers de 2030 ne sont pas encore créés. Alors, à moins de faire des arts divinatoires et d'essayer de pouvoir réussir à, comme ça, from scratch, comme le dirait Vincent Ducré, imaginer ces talents du futur, ces métiers du futur, est-ce que cette double transformation qu'on est en train de vivre, à la fois numérique et sociétale, peut nous donner des pistes? Alors, bonjour à tout le monde et merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors, c'est vrai qu'on est dans une période où effectivement, il y a une très forte enjeu de transformation, à la fois le numérique et les enjeux de responsabilité sociétale. Mais pour répondre à votre question, je me permettrai de déjà démarrer sur un point. On observe, je le vois beaucoup en tant que formateur, deux enjeux très forts à l'heure actuelle qui impactent les étudiants, notamment la perte d'attention. Et on voit bien qu'il faut être capable justement de trouver de nouveaux formats pour capter l'attention, pour enseigner et garder ce lien avec les étudiants. Et ensuite, le deuxième impact, c'est une évolution très forte des métiers. Et donc, effectivement, il faut être capable de revoir des programmes de formation pour former ses futurs salariés. Alors, j'aimerais entendre l'ensemble de vos réponses. Pour ça, Manuel, est-ce que vous pouvez juste tenir votre micro le plus près possible de votre bouche, comme vous faisiez au départ? Merci, c'est parfait. Vous voyez, c'est de l'improvement en permanence sur le plateau de l'École du Futur. Donc, en effet, c'est très important de pouvoir dénoter ces deux phénomènes pour mieux appréhender la façon dont les formations et dont les parcours pédagogiques vont pouvoir répondre à ces enjeux. Vincent Ducré, avant de nous quitter, car je sais, Vincent, que votre emploi du temps est chargé, justement, ces métiers du futur, Paris School of Impact essaie là aussi de les créer, de comprendre ce qu'ils seront. S'il y avait un ou deux métiers à citer, ce seraient lesquels ? Clairement, le chef de projet Impact, c'est vraiment quelque chose qui va se généraliser dans toutes les entreprises, puisque les projets émergent de partout. On a du mal à les positionner avec les différentes directions. Ça, c'est vraiment pour les métiers en démarrage. Et après, ce qui va être intéressant, c'est de voir émerger ces Chief Impact Officers qui seront, on l'espère, au sein des directions, des COMEX des entreprises et qui auront la haute main sur le pilotage de l'impact de toutes ces sociétés. Vincent Ducré, Chief Impact Officer de l'enseignement supérieur. C'est un petit peu ça aussi. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur le plateau de l'École du Futur. On vous laisse courir vers vos multiples activités. Et donc, Paris School of Impact, les recrutements démarrent dès maintenant. Si vous voulez faire partie des 25 étudiants ou étudiantes de la première promo, c'est maintenant ou jamais. Ça se passe sur le site, justement, de l'école. Manuel, vous êtes resté avec nous, justement, parce qu'on va continuer avec vous à essayer de comprendre comment est-ce qu'on appréhende cette transformation, cette nouvelle boussole de l'économie, des métiers, de la formation de demain. Comment est-ce que, justement, on peut revoir le rapport de force entre étudiants et entre entreprises et marché de l'emploi? Ce que vous dites, finalement, c'est qu'aujourd'hui, le rapport de force, encore une fois, s'est inversé. Ce sont ces talents qui demandent justement à leurs entreprises et aux écoles de formation qui peuvent les aider à mettre au point, justement, leur parcours et leur nouveau métier, des valeurs. Ils leur demandent d'être fidèles à leurs valeurs, à leur engagement et à ce fameux impact. Alors, c'est effectivement un point qui est très important. Là aussi, on voit bien que les étudiants sont beaucoup plus sensibles à ces questions d'environnement, de RSE, etc. Mais je pense que le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore de réponse claire à apporter. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre conscience des enjeux, notamment environnementaux, mais je vois aussi beaucoup dans les échanges, il y a aussi beaucoup de sujets qui sont encore très éloignés de leurs préoccupations. Si on parle par exemple d'inclusion numérique, de handicap, de handitech, d'éthique, de respect de la vie privée, c'est des choses pour lesquelles en fait ils n'ont pas forcément conscience. Et donc c'est pour ça que c'est important qu'effectivement les programmes de l'enseignement supérieur puissent évoluer pour leur apporter des réponses et par exemple aborder des sujets qui peuvent être autour par exemple de l'enjeu numérique, l'éco-conception, l'IA et plus particulièrement par exemple l'éthique de l'intelligence artificielle.
Et un peu plus tôt cette semaine dans l'école du futur, on recevait celles et ceux qui font aussi ces nouvelles écoles, notamment pour les métiers du numérique avec Éric Larchevêque, le cofondateur d'AlgoSup, qui à Vierzon veut former les développeurs et les développeuses du futur, ou Lucille Robinet, qui est la directrice de la communication d'Aven City, cette nouvelle école de l'intelligence artificielle qui mise sur la durabilité et l'éthique justement de l'IA. Vincent Ducré qui était avec nous bien sûr il y a encore un instant sur ce plateau pour Paris School of Impact. Cette surenchère ou cette concurrence entre les formations pour ces nouveaux métiers du numérique et de l'impact, est-ce que c'est finalement une complémentarité saine parce qu'il faut toutes les formations possibles pour les former ces talents? Tout à fait, je pense que c'est quelque chose de très complémentaire et c'est d'autant plus normal qu'on est face à une pénurie de compétences sur le marché du travail autour du numérique et de la RSE. Donc, c'est évidemment plutôt une bonne chose qu'il y ait une offre de services plus riche, plus complète. Après, le facteur que j'observe aussi beaucoup au niveau des directions pédagogiques des écoles, c'est qu'elles sont confrontées à un triple enjeu. Le premier, c'est de faire évoluer les programmes. Et on voit bien que les programmes doivent évoluer, j'ai envie de dire, quasi en permanence. Donc, c'est évidemment un enjeu très fort d'arriver à anticiper et faire évoluer les programmes. Le deuxième enjeu, c'est revoir les formats des cours. On voit bien qu'il faut être capable d'avoir plus d'agilité, des formats beaucoup plus créatifs au niveau des cours. Et le troisième enjeu, c'est faire appel à des experts métiers qui soient à la fois pédagogiques et de plus en plus bilingues, puisqu'il y a de plus en plus aussi de cours en anglais pour accueillir des étudiants étrangers qui viennent d'autres pays. Oui, ça c'est intéressant ça, Manuel, parce que ça nous dit quoi de cette économie, de ces boussoles justement pour l'économie et les métiers du futur? Si je suis lycéen ou lycéenne, tiens d'ailleurs, aujourd'hui, en 2022, quel est le métier que je peux m'imaginer pour 2030? Alors, je pense que c'est un enjeu qui est très, très compliqué à répondre. On voit bien qu'il y a énormément d'études qui essayent de comprendre l'évolution des métiers à horizon 5 ans, 10 ans. Je pense que l'enjeu va plutôt être d'intégrer non seulement évidemment des compétences métiers, mais également des compétences comportementales. Vous savez, les fameux soft skills. On voit bien qu'à l'heure actuelle, il devient très important d'intégrer notamment des notions comme l'agilité, comme l'écoute active, comme la créativité dans tous les métiers pour être capable justement d'amener les étudiants à se préparer à ces nouveaux métiers. Voilà. Et sachant que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nos surprises, quand on commence à voir déjà à l'heure actuelle tout le potentiel de l'intelligence artificielle, on est tout juste en train de comprendre justement les possibilités, les impacts éthiques, etc. Et on voit bien qu'on est déjà à parler également de la troisième génération, de la blockchain, du métavers. Donc on va vers une très très forte évolution des métiers et donc des compétences demandées aux étudiants dans les prochaines années. Manuel, on n'est jamais trahi que par la technologie. On sera très heureux de vous recevoir en plateau une prochaine fois pour pouvoir justement parler de ces formations, de ces métiers du futur avec vous. Manuel Le Séchard pour Think Positif. Merci encore d'avoir été avec nous dans l'école du futur. Avec plaisir, merci. Guillaume, justement, ces métiers du futur, on en parle, on voit comment on peut amener de nouvelles solutions du côté de la formation et du parcours pédagogique pour pouvoir justement essayer, si ce n'est de les imaginer, en tout cas de donner toutes les clés possibles à ces étudiants et à ces étudiantes pour pouvoir les créer dans le futur. C'est aussi un sujet qui t'a beaucoup intéressé, notamment pour Le Point, parce que cette économie en devenir, elle est là sur le banc des écoles. Oui, et puis surtout, en tant qu'observateur, une véritable leçon d'humilité. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, la technologie fonctionne, avance beaucoup avec du stop and go. On pourrait se dire, certains métiers n'apparaîtront jamais. Mais lors d'une récente interview, Reid Hoffman, donc, qui a co-créé LinkedIn, nous expliquait que peut-être on pourrait avoir comme métier chanteur dans le métavers. On pourrait dire, le métavers, finalement, ça verra jamais le jour parce que ça retombe. En réalité, on voit qu'il y a des technologies qui arrivent. Meta qui lance des nouvelles lunettes interactives. On voit des peaux artificielles qui se dessinent. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le possible est extrêmement vaste et les métiers les plus surprenants pourront apparaître un jour. C'est ça que je retiens, Marjorie. Donc ce qu'il faut dire justement à ces enfants, à ces écoliers, à ces collégiens, à ces lycéens et lycéennes qui nous regardent dans l'école du futur et sur School TV, c'est que tout est possible. Il faut justement pouvoir s'armer de plus de matières possibles pour appréhender le monde qui vient. Oui, alors on souhaite bien sûr que les futurs métiers c'est un peu le thème de l'émission, le meilleur impact possible pour nous. Donc ne croyez pas que si vous avez le rêve d'une terre plus verte par exemple, eh bien que certains moyens seront impossibles à réaliser, qu'il ne faudra rien proposer en entreprise. Bref, ayez beaucoup d'imagination. Guillaume Gralet, journaliste dans le métavers du futur. Mais bien sûr, merci infiniment justement pour toutes ces infos et pour les insights que tu nous donnes justement du côté de l'écosystème numérique
numérique et de l'écosystème de l'information chaque semaine. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis dans l'école du futur. On se retrouve très vite en plateau.